Dimanche 25 novembre 2018, bienvenue à l'ère du temps. Avec nous, Amadou Lamine Sall, écrivain, poète, lauréat de plusieurs prix littéraires. 2018, il est aussi le prix Tchekaya Outamsi pour la poésie africaine, fondateur de la Maison africaine de la poésie internationale. Élie Charles Moreau, poète, écrivain, directeur général de la maison d'édition Le Nègre International, auteur de plusieurs recueils de poèmes. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. À chaque fête religieuse où se ressemblent beaucoup de Sénégalais, les religieux sénégalais rappellent la classe politique sénégalaise à l'ordre. Le Magal de Touba, le Gamou, entre autres rencontres religieuses, ont servi de prétexte aux grands religieux, aux guides religieux, pour déplorer le climat de suspicion, le climat délétère, le climat d'invective et d'insultes qui ont semé ou inséminé dans le débat politique au Sénégal. Élie Charles Moreau, pourquoi, à votre avis, le discours politique est-il tant décrié par les religieux? La balle aussi pourrait être lancée dans le camp des religieux et par les politiques. Je crois qu'en fait, chacun devrait être dans ses rôles. Il arrive fréquemment que chacune des deux corporations ne joue pas complètement ses partitions. Il ne faudrait pas, à la limite, que les chefs religieux soient dépêchés chaque fois que dans le pays cela flambe quelque part ou qu'on a des inquiétudes ou que le stress emplit réellement les quartiers et toutes les régions. Je crois qu'en fait, il y a au bout de tout cela énormément d'entendus, de sous-entendus, mais de malentendus qui devraient être levés aussi, qui iraient de l'impératif, pour ne pas dire l'obligation des religieux à jouer des partitions politiques, et à la limite aussi, au niveau des politiques, à accepter que les religieux aussi se mêlent de politique. Je le disais tantôt, alors qu'on était en train de préparer l'émission, Amadou Lamine Sall, mon doyen et aîné, il faudrait que les gens se comprennent que les problèmes politiques sont les problèmes de tous les jours et que les problèmes de tous les jours ne sont que des questions politiques. On ne peut pas vouloir créer une race de gens qui s'occuperaient de politique et laisser en rade les religieux. Ils y sont pleinement et ils doivent y être pleinement au nom d'un fait très simple. Avant que d'être des religieux, ils sont d'abord des citoyens et des patriotes. Je crois qu'en fait la balle doit être remise au centre pour que chacun comprenne qu'il n'y a pas à jeter l'anathème à la limite ou à traiter de tous les maux d'Israël, quelque corporation ou quand que ce soit, mais créer un consensus qui ferait que les problèmes puissent être pris en charge d'un côté comme de l'autre à toutes les fois qu'il y a des problèmes à résoudre dans le pays. Amadou Lamine Sall, Élie Charles Moreau parlait tantôt d'entendus et de sous-entendus dans ce débat. Quels sont les sous-entendus? Je vous remercie d'abord de votre invitation dans ces jolis locaux. Merci. Que je découvre. Merci. Et je vous souhaite bonne route. Merci. Et je suis sûr que la route sera belle. Merci beaucoup. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que il faut que nous nous apaisions. Il faut que ce pays soit un pays apaisé. De tout temps. Depuis l'indépendance, depuis Senghor. Les religions ont cohabité avec le monde politique dans une belle symbiose. Les temps ont changé, certes, mais ce qui ne devrait pas changer, c'est la posture des uns et des autres. Charles l'a dit tout à l'heure, il faut que chacun reste dans son rôle. Il est bon que les religieux interviennent. D'ailleurs, aujourd'hui au Sénégal, à chaque fois, on se rappelle de Mame Abdou en disant « Mon Dieu, s'il était encore là ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les religieux ont joué, à un moment donné de l'histoire du Sénégal, un rôle majeur dans la stabilisation de la politique de notre pays. Et c'est cela qui a un peu changé. Les temps ont changé, le monde a changé, les hommes ont changé, la société sénégalaise a évolué. Il faut que nous tenions compte de ces paramètres dans l'apaisement. Et
c'est surtout dans l'apaisement, dans la lucidité, que nous devons agir. Nous savons tous les Sénégalais le savent, que certains religieux, mais pas tous, évidemment, ne jouent pas le rôle qu'ils devraient jouer. Et il y a d'abord Dieu. Il faut toujours penser à Dieu d'abord, et aux hommes ensuite. Et je crois qu'il faut revenir à Dieu. Il faut revenir au spirituel. Il ne s'agit pas de donner des leçons, mais il s'agit de regarder en face ce qui se passe dans notre pays pour agir et bien agir. En un mot, les religieux ont un rôle majeur à jouer dans l'apaisement de notre pays. Les hommes politiques, je ne voudrais pas trop en parler, mais je crois que les hommes politiques également ont changé. Dans ce pays, beaucoup de choses ont changé. Et n'ont pas toujours changé en bien. Et c'est là également qu'il faut agir. Est-ce que le changement, et le Charles de Molo, pardon, est dû à cette perte de valeur dont on parle de plus en plus dans notre pays? Avant, le débat était quand même de haut niveau. Quand on parle de Senghor, on parle de Cheikh Anta Diop et de Majboul Diop, entre autres. Aujourd'hui, dans l'espace public au Sénégal, l'espace politique, le débat, il est au ras de pâquerette. Chose lue, chose entendue, chose vue, disait Victor Hugo. On pourrait y ajouter chose constatée. Et tu es dans le champ. Les valeurs sont tombées. Le signe et le symbole le plus clair, c'est qu'en fait, Seigneur Abdoul Aziz Sy Dabakh, Dieu ait pitié de son âme, elle l'installe pour l'éternité dans les plus belles cimes du paradis. Amin. Avait l'habitude d'intervenir et d'aller au front chaque fois que de besoin. C'était une permanence. Le signe le plus clair et le symbole le plus clair que les valeurs sont tombées, c'est qu'en fait, quand le pays est en situation, comme disait Sartre, il y a encore des imams, il y a encore des chefs coutumiers dans le pays. C'est Abdoul Aziz Sy Dabakh que l'on dépêche par des cassettes. C'est quelque part un signe clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Autrement dit, et de façon plus ample, à travers ces deux corporations qui devraient être les piliers fondamentaux du Sénégal, qui reposent sur un socle culturel, mais avec deux piliers, cultuel et coutumier. C'est à partir de ces deux corporations-là qu'il est nécessaire, urgent et même pressant qu'il y ait introspection. Je ne peux pas comprendre que l'on parle depuis 6 ans de nécessité de dialogue et qu'en fait, on n'entend que des silences bruissants. Ce n'est pas aujourd'hui, en 2018, alors que nous sommes à 3 mois d'une échéance fondamentale, la présidentielle, qu'on voudrait que les gens s'assoient et essaient de négocier pour éteindre quelque feu que soit. Encore qu'il n'y en ait pas. 100 jours, comme on dit. Non, à 100 jours. En 100 jours. Et je suis large d'ailleurs parce qu'en fait, la campagne électorale est commencée depuis 7 ans. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, nous sommes dans un pays tel. Chaque fois qu'on finit une élection présidentielle, on entame réellement une campagne pour l'autre présidentielle. Je crois qu'en fait, chacun, tous les soirs, se retire et reste avec lui-même et dans ses propres carcans. Autant de geôle mentale, comme on dit. Et chacun se doit impérieusement de réfléchir aux voies et moyens de prendre en charge la question qu'est le Sénégal. Parce que le Sénégal est devenu une vraie question, et une question sérieuse, cruciale, effectivement, pour voir véritablement quelle doit être la partition qu'il doit jouer, mais aussi les missions qui se seraient assignées. Le pays appartient à personne, il appartient à tout le monde. Je crois qu'en fait, il faudrait que réellement on pense au recouvrement des valeurs. Le recouvrement des valeurs, à la limite, c'est l'impératif dans lequel se trouverait le ministère de la Culture, mais quand on ne sait pas aussi mettre des contenus dans des contenants, ça devient problématique. Il ne s'agit pas, comme disait De Gaulle, de crier comme des cabris « Europe, Europe » pour que l'Europe soit.
quand on veut véritablement faire de sorte que les valeurs soient recouvrées, il y a des concertations, il y a des prises en charge, il y a des questionnements à la limite qui doivent être partagés, parce qu'en fait, plus que jamais, aujourd'hui encore, il faudrait que les gens comprennent que Habermas, le père du consensus, est de nationalité sénégalaise, et qu'on s'assoit pour faire ensemble le tour de toutes les questions. On aura beau dire les valeurs, quand on ne sait pas par quel bout les prendre, ça devient compliqué et plus difficile. Comment recouvrer des valeurs dans un pays où on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu partout, que l'argent est devenu aujourd'hui le moteur du fonctionnement des Sénégalais? Il n'y a pas qu'au Sénégal que l'argent est devenu le moteur du fonctionnement. Mais comme vous dites, vous avez parlé de valeurs. Je crois que c'est à partir du singulier que l'on va vers l'universel. Le Sénégal est le Sénégal parce que le Sénégal a eu des valeurs, a eu des hommes qui ont incarné ces valeurs, tant dans le temporel que dans le spirituel. Vous avez cité tout à l'heure Senghor, vous avez cité tout à l'heure Cheikh Anta Diop. Il y a encore des Senghor dans ce pays. Il y a encore des Cheikh Anta Diop dans ce pays. Il ne faut pas se leurrer. Il y a de merveilleux Sénégalais, mais qui sont chez eux, mais qui se taisent. Pourquoi? Mais vous savez pourquoi? Parce que justement, ils ne partagent plus les valeurs qui sont partagées actuellement dans ce pays. Le Sénégal a évolué, le Sénégal a changé, c'est le monde qui a changé. Mais comment recouvrer ces valeurs, comme l'a dit Charles? Il est bon que nous repensions ce que nous sommes. Je l'ai dit tout à l'heure, notre principale richesse, mais ce n'est pas le pétrole à venir, mais ce n'est pas le gaz à venir. Notre principale richesse, ce sont nos valeurs culturelles, nos valeurs spirituelles. Notre principale ressource, mais c'est également notre jeunesse, nos enfants. Comment les préparer? Comment faire de sorte qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont? Il n'y a pas que les politiques, il n'y a pas que les spirituels. Les parents aussi ont un rôle fondamental à jouer. Moi, je n'ai pas peur. Le monde tel qu'il va aujourd'hui est tel que nous assistons également dans notre pays à des phénomènes qui nous font peur. Mais nous ne devons pas avoir peur. Vous savez, je suis de ceux qui ont rêvé qu'il y ait une instance, une institution, comme un Conseil des sages, qui, à côté de l'Assemblée nationale, à côté du Conseil économique, social et environnemental, qu'il y ait un Conseil des sages, parce que dans ce pays merveilleux qu'est le Sénégal, de Matam à Fongolimbi, de la Casamance à Fatigue en passant par les Sine Saloum, nous avons des hommes et des femmes qui peuvent siéger dans cette institution et qui vont jouer le rôle d'arbitre de ce qui se passe aujourd'hui. Si on avait ce Conseil des sages, je crois que nous aurions des élections très apaisées. Parce que ce Conseil des sages serait un tout petit peu l'Assemblée nationale, serait un petit peu le ministère de l'Intérieur, serait un petit peu le président de la République, serait un petit peu l'opposition. Il faut que nous retournions à nos valeurs, c'est-à-dire que nous bâtissions au cœur de nos institutions des institutions culturelles de valeurs qui puissent nous apaiser, qui puissent nous aider. Comment retrouver ces valeurs dans un pays où l'éducation, qui est un vecteur de façonnement de l'individu dans notre pays, est pratiquement à terre? En fait, je crois que la question des comment n'est plus à poser. Il n'y a pas de roue à inventer, singulièrement au Sénégal. Quand on peut avoir la chance inouïe de naître dans un pays à la limite porté par la grâce de Dieu, par Maodo Malick Sy, par Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké et par tant d'autres soufis et walis, comme on dit, etc.,
on ne peut que rendre grâce à Dieu et savoir qu'on tient véritablement entre nos mains fragiles, comme on dit, la destinée heureuse, pour ne pas dire radieuse, d'un pays qui s'appelle le Sénégal. Mais il ne s'agit pas que de cela. J'ai dit tantôt qu'il n'y a pas de roue à inventer. Ce n'est pas effectivement en passant son temps à faire des séminaires, en tenant des ateliers qu'on va régler la question. Mais justement, c'est ça la grosse question dans ce pays. Il s'agit véritablement le diagnostic a été fait, directement. Le constat a été fait, mais il n'y a rien. Il s'agit d'action. Parce qu'en fait, il n'y a pas, Alassane, la volonté politique nécessaire et impérieuse. Il s'agit directement d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, vous savez, c'est qui? C'est le président de la République lui-même. Tout à fait. Qui a cette chance ou cette singularité parmi tous d'être celui qui ne conseille pas, mais qui ne suggère pas, mais qui ordonne. Quand on fait du recouvrement des valeurs, effectivement, un impératif, une urgence plus que pressante, comme disait Hugo, effectivement, on donne les ordres nécessaires et on crée les structures, voire les infrastructures avec les compétences qui s'y est. Et les compétences, ils courent les rues dans ce pays, ils s'ennuient, ils tournent en rond. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs les compétences, ressources humaines dont nous avons besoin pour entrer et en modernité, et dans l'histoire, et dans les temps du 3e millénaire. Il s'agit véritablement de faire de sorte qu'on comprenne que les valeurs, ce sont autant de choses contenues dans un secteur qui s'appelle la culture et qu'il faut véritablement donner et mettre les moyens nécessaires pour que véritablement cette nécessité ou cette urgence de faire de sorte que les valeurs soient recouvrées et que l'incivisme quitte ce pays qui est pratiquement pris en otage par deux concepts qui pourraient être autant de personnes. Mangi Diegolo, il n'y a pas de souci. On ne peut pas développer un pays, recouvrer des valeurs effectivement en étant dans ces deux intervalles-là. C'est le président de la République qui doit pratiquement mettre des moyens dans la culture, effectivement. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de désordre organisé? Non, en fait, il faut désordonner tous les désordres qu'il y a dans ce pays-là pour les réordonner finalement et de façon adéquate. Nous sommes dans ces champs-là et j'espère que, en fait, je le dis tantôt, je suis dans une perspective de ne pas désespérer les espérances des Sénégalais. Nous sommes dans une dynamique qui va faire de sorte qu'effectivement, avant ces histoires terribles, atroces qui peuvent exister, tant qu'on ne prend pas en charge, comme disait Lamine tantôt, les questions culturelles à bras le corps, dans ces terribles situations ou joutes qui peuvent exister alors que le pétrole et le gaz ne sont pas encore enclenchés. On a vu comment, quand il n'y a pas de valeur recouvrée, quand il n'y a pas d'ordre, quand il n'y a pas un État très fort, effectivement, et un chef d'État qui ne rigole pas, comment on peut arriver véritablement à des désastres avec ces histoires de pétrole et de gaz. Je crois que plus que jamais, nous sommes, comme disaient les gauchistes, quand ils avaient un sens et quand ils existaient, dans une dialectique. Dans cette dialectique-là, il est possible, effectivement, de régler ces questions-là, mais encore faudrait-il trouver les hommes qu'il faut, aux places qu'il faut, pour véritablement prendre en charge toutes les questions qui sont d'abord, préalablement, non pas des questions économiques et financières, mais des problèmes culturels. Ce n'est pas pour rien et ce n'est pas par hasard, comme disait Senghor, effectivement, que tout le monde parle de nouveaux types de Sénégalais. C'est dire que quelque part, la bataille, elle est déjà d'irradier l'incivisme, mais de faire de sorte qu'il y ait véritablement des Sénégalais. Et encore qu'il existe, ils tournent en rond, ils attendent leur heure, comme on attend effectivement tout. La culture à portée du Sénégal, aussi partout à travers le monde, elle a été un socle de ce pays. Mais l'impression qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, cette culture, elle est juste proclamée, mais rien n'est fait de façon effective pour qu'elle revienne au devant de la scène, qu'elle porte encore le pays. Je ne sais pas de quelle culture vous parlez. Vous savez, notre problème, c'est un problème de système. De gouvernance ou de gestion? C'est un système de gouvernance, c'est un système de par les institutions, de par l'organisation de la société et de par la manière dont nos hommes politiques sont élus. Vous ne pouvez pas en vouloir au président de la République, un homme qui a été élu par le peuple sénégalais et à qui on a confié la destinée du Sénégal. Vous ne pouvez pas empêcher à cet homme de diriger son pays
tel qu'il le conçoit. Nous avons un système, nous avons une constitution, il y a une marche de l'État, mais qui fait que tout est laissé après le suffrage universel. Quand le peuple a élu son président, le peuple a tout donné à son président. Et c'est à son président de gouverner tel qu'il l'entend. Nous devons changer les systèmes. Nous devons y réfléchir ensemble, dans l'apaisement. J'ai entendu Élie Charles Moreau. Le président ne peut pas impulser le changement de système. Mais écoutez, mais cela dépend du président de la République. Si nous avons un système tel qu'il est aujourd'hui, nous sommes 16 millions de Sénégalais et il y a 16 millions de systèmes. Ce pays a surtout besoin d'autorité. D'ordre. Ce pays a besoin de vertu. Ce pays a besoin de valeurs cardinales. Et je ne crois pas qu'un président de la République seul puisse changer en 5 ans ou en 7 ans ce qui se passe dans ce pays. Il nous faut tous ensemble, hommes politiques, les populations, la société civile, il nous faut repenser notre pays. Il nous faut repenser d'abord les systèmes. Je suis de ceux qui pensent que nous sommes loin d'être pauvres. Moi, ce qui me préoccupe, c'est chaque matin, comment les Sénégalais se réveillent. Est-ce qu'ils prennent leur petit déjeuner? Est-ce qu'ils prennent leur déjeuner? Est-ce qu'ils prennent leur dîner? Moi, c'est cela qui me préoccupe. Je me dis que nous sommes 16 millions d'habitants. Nous avons des problèmes d'eau. Nous avons des problèmes d'électricité. Nous avons presque tous les problèmes du monde. Il y a des villes, je dis bien des villes, qui ont 16-20 millions d'habitants. Des villes. Nous sommes un pays de 16 millions d'habitants. Il y a des villes qui ont 20-30 millions d'habitants et qui s'en sortent. Moi, vous savez, mais c'est facile de dire que nous sommes mal gouvernés. Mais c'est facile de le dire. Moi, je ne fais pas de la politique, mais j'en fais aussi parce que nous sommes tous des hommes politiques. Je suis un écrivain, je suis un poète. Et Dieu sait que je prends mes distances avec beaucoup de choses. Et j'agis, et je parle. Nous devons tous ensemble réveiller ce pays, recréer. Il nous faut recréer un nouveau système politique. Mais je dis bien politique. Pour que la gouvernance de notre pays ne reste pas emprisonnée dans les mains d'un seul homme ou dans les mains, en tout cas, d'un seul parti politique. Il nous faut repenser notre politique. Moi, je n'en veux pas au président de la République. Je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il a été élu par le peuple sénégalais. Si vous ne respectez pas le président de la République, vous ne respectez pas les Sénégalais. Parce que ce sont les Sénégalais qui l'ont élu. Donc, c'est aux Sénégalais de prendre les responsabilités. Ça, c'est important de le dire aussi. Absolument. Mais comment changer le système aujourd'hui? Est-ce que c'est le président qui doit l'impulser ou bien il doit venir d'en bas, comme on dit? On était, depuis le début de l'émission, jusqu'à cet instant précis, Lamine et moi, dans le même wagon de train. Là, il va falloir que je sorte du wagon pour changer de wagon. Autrement dit, je ne suis pas tout à fait en concordance avec ce qu'il a dit. 2 points saillants. De quelle culture nous parlons? Et c'est à la limite une parenthèse que j'ouvre pour lui dire que Senghor n'est plus là. Il est mort, Senghor. Comme Alain Benoît a osé dire un jour, Dieu est mort ou Max est mort. Senghor n'est pas mort. Senghor, il est mort. Cheikh Anta Diop n'est pas mort. Je vais vous dire que Cheikh Anta et Senghor sont morts. Ils sont et pas pourquoi morts. Ils sont morts? Je vais vous le dire. Parce qu'en fait, dites-nous, Charles. Je suis de ceux-là qui considèrent, aussi bien pour Senghor que pour Cheikh Anta, que tout le monde a été et ou sera, ou de Cheikh Anta ou de Senghor. On ne peut pas sortir de ces phares-là, comme disait Baudelaire. Si, on peut s'en sortir. Mais il ne s'agit pas de dire que Senghor est encore vivant. Il est effectivement vivant parce qu'il a laissé des traces et des marques qui lui survivent. Ce sont autant de livres, de recueils de poèmes, comme il disait, et comme il voulait d'ailleurs. Cheikh Anta est encore là parce qu'il a laissé des traces et des marques qui lui survivent. C'est Nation Nègre et Culture jusqu'au dernier qu'il a laissé et même au discours qu'il a tenu en tant qu'homme politique.
Mais quand on ne peut pas convertir en destin ce que Senghor, Cheikh Anta ont laissé, je dis qu'en fait, au point où en arriver, effectivement, à que des sigles et symboles qui étaient des marques de subtilité d'esprit et d'intelligence, licence, maîtrise, doctorat, LMD comme on dit, parviennent à muer de licence, maîtrise à doctorat en lutte, musique, danse, Senghor n'est plus là, Lamine. Non, le problème ne se pose pas. Le problème se pose en ces termes. On n'a pas de roue à inventer. Cheikh Anta, Senghor ont laissé ici autant d'éléments qui sont autant de chemins frayés qui nous auraient permis de ne pas tomber dans ces travers-là. Vous voulez dire qu'il y a une incapacité de traduire ce que Senghor a laissé? Quand on ne peut pas traduire en destin ce que Cheikh Anta et Senghor ont laissé, à la limite, à moins de vouloir rester dans les utopies, effectivement, parce qu'il paraît que ça nourrit effectivement son homme, je crois qu'en fait, on peut se leurrer. Moi, je suis de ceux-là qui considèrent que ces gens-là sont des phares à un autre niveau que Maodo Malick Sy et Cheikh Ahmadou Bamba, etc. Mais encore faudrait-il qu'on puisse, de la même manière que Cheikh... C'est pourquoi je disais tantôt qu'il n'y a pas de roue à inventer. Maodo Malick et Cheikh Ahmadou Bamba ont frayé les chemins nécessaires. Encore faudrait-il les appliquer. Il ne s'agit pas, quand on veut à la limite truander quelqu'un, à considérer que ce verbe existe, il est du premier groupe, effectivement. Quand on veut truander quelqu'un, il arrive fréquemment qu'on jure sur la tête de ces icônes-là, de ces modèles. Quand réellement on a envie d'entrer dans la modernité et de prendre en charge toutes les questions qui sont autant de questions culturelles, on ne se contente pas de dire que Senghor est là, Cheikh Anta est là, on a lu leurs livres, on se réclame d'eux. On essaie de convertir en destin ce qu'ils ont laissé, parce qu'en fait, au-delà des sujets, des verbes, des compléments, d'objets qu'ils ont alignés et qui ont abouti à autant de livres, ce sont des leçons de vie et des leçons de prise en charge de notre quotidien qu'ils nous laissent. Je voudrais juste dire que laissons Senghor tranquille. Laissons Cheikh Anta Diop tranquille. Il est temps que nous les laissions se reposer. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous devons avancer. Nous devons avancer. Moi, personne ne dira à Amadou Lamine Sall que vous n'aimez pas Senghor. Je crois que ce n'est pas possible. Mais Senghor m'a appris qu'il faut avancer. Mais lui-même le disait, je n'ai pas tout réussi. Il n'y a que Dieu pour tout réussir. Quand vous allez aujourd'hui à l'université de Dakar et que vous interviewez des étudiants sur tout le territoire sénégalais, mais certains ne connaissent même pas Cheikh Anta Diop. Certains vous parleront difficilement de Senghor. Notre jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons en faire? Mais est-ce que c'est pas la faillite de la prise en charge de ces héritages? Mais il y a une faillite de l'héritage. Mais nous avons des références. Nous devons parler de Senghor, de Cheikh Anta Diop. Nous devons parler du spirituel. Mais nous devons également parler de l'avenir. Nous devons nous installer dans l'avenir. J'appartiens à une génération qui a beaucoup appris, à qui on a beaucoup donné. Senghor m'a beaucoup donné. Et j'essaie de transmettre ce qu'on m'a donné. Il faut aujourd'hui que Élie Charles Moreau puisse transmettre quelque chose à partir de d'Élie Charles Moreau. Il faut que nous réfléchissions davantage et que nous avancions. Notre société a évolué, notre société a changé. Nous ne pouvons pas la changer en une journée, nous ne pouvons pas la changer en un septennat ou en un mandat du président Sall, mais ce n'est pas possible. C'est tous ensemble que nous devons prendre nos responsabilités. Et ces responsabilités-là sont énormes. C'est vrai que le Sénégal est un pays triste aujourd'hui. C'est un pays triste. Mais parce que quand nous regardons notre jeunesse, quand nous regardons notre élite, nous avons peur. Et nous nous disons, mais mon Dieu, comment a-t-on pu en arriver là aujourd'hui? On se pose cette question. Mais on ne doit pas seulement se poser cette question, on doit agir. Je suis de ceux qui pensent que nous ne construirons pas ce pays en nous battant les uns contre les autres. C'est ensemble, dans la lucidité, dans l'apaisement, que nous construirons ce pays. La culture est importante. Elle est au début et à la fin de tout, comme on le dit.
Mais il ne faut pas rêver. Ce que nous avons vécu sous Senghor, nous ne pouvons pas aujourd'hui le revivre. Il faut faire la part des choses. Le ton du monde a changé. Je ne dis pas, en tant qu'homme de culture, qu'il faut marginaliser la culture. Non, il ne s'agit pas de cela. La culture est vaste. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la culture. Mais le temps du monde, le temps du Sénégal aujourd'hui, c'est ce que les hommes politiques nous imposent. Mais ce système, mais qui fait que nous sommes aujourd'hui dans la peur, nous sommes dans l'angoisse, nous sommes dans une indiscipline totale, nous sommes gouvernés quelque part. Je dis quelque part, par une incompétence, par une gabégie, mais qui font que nous avons peur. Mais nous devons réfléchir à notre système. Nous devons réfléchir à notre système. Nous ne pouvons pas nous retourner contre ceux que nous avons élus en leur disant « vous êtes en train de mettre ce pays à terre ». C'est à nous de prendre nos responsabilités. Et le combat n'est pas un combat facile. Le combat n'est pas un combat facile. Il faut commencer par l'école. C'est mon cri du cœur. Il faut commencer par l'école. Il faut commencer par notre système éducatif. C'est dans 50 ans, nous ne serons plus là peut-être, mais ce pays va peut-être redevenir ce dont nous avons toujours rêvé. Mais il faut préparer ces 50 ans à venir dès maintenant en repensant notre système éducatif, notre système social. L'autre combat que mène l'Afrique, c'est la restitution des œuvres d'art. On a vu que des dizaines de milliers d'objets ramenés d'Afrique de 1885 et 1960, selon les experts, 80 à 90% des patrimoines africains se trouveraient hors du continent. Le rapport recense au moins 90 000 objets d'Afrique subsaharienne dans les collections publiques françaises. Emmanuel Macron a décidé, avec le rapport fait par Felioune Sarr et Bénédicte Savoy, de remettre 26 pièces au Bénin. Au Sénégal, on parle, il y a 2000 pièces sénégalaises qui sont dans les musées français. Et ensuite, on parle même du sabre de l'âge Oumar Foutiyou Tall. Quelle est votre analyse de ce rapport qui a été fait pour restituer les œuvres d'art en Afrique? Avant d'aller plus amplement sur la question, Alassane, vous me permettrez déjà d'ouvrir une petite parenthèse. Oui. Pour serrer certainement des vis. Nous sommes au présent. Nous avons des perspectives légitimes d'avenir. Absolument. Le passé, plus que jamais, nous sert de support. Autrement dit, Senghor et Cheikh Anta seront toujours là et en permanence au nom d'une vision très simple, certainement partagée, qu'ils seront et qu'ils sont des contemporains perpétuels. Je l'ai dit tantôt, ils ont laissé des traces et des marques qui nous permettent à la limite de voir et d'avoir des visions, des sensations et d'être dans l'impératif de recouvrement de toutes les valeurs qu'on considère à terre. Mais encore faudrait-il effectivement qu'on mette sur la table et sur une feuille de route véritablement les leçons qu'il nous donne. Il ne s'agit pas de dire et de se réclamer de Senghor et du Cheikh Anta. Il s'agit effectivement de se battre dans ces perspectives-là. Avant de fermer la parenthèse, je crois qu'en fait, Lamine, tu vas avoir sur le dos tous les intellectuels romantiques du Sénégal. Et tous les Sénégalais, effectivement, qui ont nommé Macky Sall président de la République. Quand tu dis qu'en fait, on l'a élu pour qu'il déroule comme il l'entend, pour qu'il gouverne comme il l'entend. Il a un programme? Non, en fait. Il a été élu sur son programme. Les Sénégalais l'ont élu. Il a été élu pour convertir en destin les attentes, les espérances légitimes des Sénégalais. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi. Il doit gérer comme il l'entend. C'est grave ça quand même. Mais je suis d'accord avec toi. Je ferme la parenthèse. Je suis d'accord avec toi. Mais fais très attention à ce que tu dis. Moi, ce que je dis est très clair. J'ai dit que nous avons un système, je répète système, qui a élu un président de la République, et c'est au président de la République de dérouler sa politique. Donc, le peuple sénégalais qui a élu son président de la République, et quel qu'il soit, travaille évidemment, pour rendre son pays prospère, pour faire de sorte que son pays vive. Pour revenir à votre question,
sur le patrimoine culturel. Non, j'ai pas fini. Oui, il faut Je m'excuse, Elie, je te laisse terminer. Allez-y, Charles. J'ai pas fini. Parlez-moi de ça. Pour la restitution du patrimoine africain, j'applaudis des deux mains. Parce qu'en fait, il y a une partition qui va être jouée et qui va permettre à la mine de savoir de quelle culture moi je parle. Je parle de la culture non pas comme vocable. Je ne parle pas de la culture comme secteur dans un attelage gouvernemental. Je parle de la culture comme levier de financement d'une économie et de la culture comme un lieu de mise en représentation positive de nos patrimoines matériels et immatériels. Mais encore de la culture comme effectivement espace pour faire passer tous nos penchants et toutes nos tendances de souveraineté au pluriel. C'est un espace de liberté et c'est un espace, encore une fois, de recouvrement de ce qui nous appartient et de ce qui nous restitue à nous-mêmes. Ce sont des concepts, ce sont des modèles, ce sont des êtres vivants, à la limite physiquement partis, mais plus que jamais omniprésents parmi nous, par les traces et les marques qu'il nous reste. L'important ou l'essentiel pour moi, ce n'est pas qu'on nous restitue les objets d'art, le patrimoine. Il s'agit en fait aussi de régler les questions préalables. Les questions préalables, vous savez c'est quoi, Alsan? Lesquelles? Il ne s'agit pas à la limite de recevoir des trésors quand on ne peut pas les conserver et les sauvegarder correctement. Il ne s'agit pas à la limite de se battre pour acquérir tous les objets spoliés, encore que le mot est à revoir, spolier, entre spolier, piller, à la limite, restituer, on ne comprend pas du tout, effectivement. Il va falloir aussi rendre au terme leurs syllabes d'accueil et leurs objets originels. Véritablement, je considère qu'avant de se battre pour que les objets soient transférés, il faudrait d'abord avoir des réceptacles et des réceptifs qui puissent être réellement autant de lieux de sécurisation, mais autant de lieux d'exposition de ce qui, quelque part, nous restitue encore une fois à nous-mêmes. Je ne suis pas contre cela, au contraire, effectivement. C'est une manière, encore une fois, vous parlez tantôt de désordre, c'est une manière de réordonner tous les désordres, effectivement, alors, dans une perspective véritablement que tout le monde recouvre ce qui lui appartient. Oui, il y a des gestionnaires de musées en France qui posent la question de la conservation de ces objets qui sont restitués à l'Afrique. Et certains Africains disent que c'est des arguments un peu tirés par les cheveux, parce que derrière ces musées, il y a toute une culture, toute une économie qui tourne autour. Les visiteurs, les touristes et tout, et que les musées français ont peur de perdre ces visiteurs qui viennent, qui participent à l'économie française. Je crois que moi j'ai visité tous les musées en France. Je connais bien le patrimoine muséal en France. Même si on retirait ces œuvres, le problème n'est pas là. Les musées français continueraient à être visités. Élie Charles Moreau l'a dit tout à l'heure. Le problème n'est pas simple. Le problème n'est pas simple. D'abord, l'Afrique n'a jamais pris l'initiative d'aller chercher ce patrimoine. L'Afrique n'a jamais pris cette initiative. Et quand les chefs d'État africains sont autour d'Emmanuel Macron, ils ne parlent pas de culture. Ils ne parlent pas de leur patrimoine. Ils ne parlent pas de culture. Ils parlent d'économie plate. Une économie plate. Ils ne parlent pas de culture. Alors que tout commence par la culture. La France, quand on parle de la France, on pense d'abord à la culture. Quand on parle du Sénégal, qu'on le veuille ou non, on pense à Senghor, on pense à la culture. Je me rappelle un chef d'État sénégalais, dont je ne nommerai pas le nom, mais qui me disait, à chaque fois que j'arrive, mais dans un pays, au bas de la passerelle, la première chose qu'on me demande, c'est comment va Senghor. Donc ce pays, notre pays, a la chance d'avoir été bâti sur un socle culturel qui a gardé encore intact le rayonnement de notre pays. Le Sénégal restera le Sénégal si nous continuons à perpétuer ce rayonnement culturel qui a été à le nôtre et que quelque part, mais je dis bien quelque part, nous avons perdu. Ces œuvres d'art, c'est bien que nous en parlions, que Emmanuel Macron en parle pour que les chefs d'État africains réfléchissent sur cette richesse
mais qui est parti. Si Emmanuel Macron n'en avait pas parlé, est-ce que les chefs d'État africains en auraient parlé? Mais c'est cela, mais qui me gêne. Et c'est pourquoi, en tout cas pour ce qui est de mon pays que j'aime, du Sénégal, j'en appelle au président de la République pour que, encore et encore, nous donnions l'importance due à la culture. C'est fondamental. Dans quelques jours, dans quelques semaines, il est prévu l'inauguration du musée des civilisations noires. Vous savez que ce projet est un projet qui date de Senghor. Et d'ailleurs, le musée des civilisations noires était logé dans le complexe du projet du mémorial de Gorée que je dirige. C'est le président Abdoulaye Wade qui a sorti le musée des civilisations noires du projet du mémorial de Gorée pour aller le construire là où il est aujourd'hui. Et c'est le président Macky Sall à qui Dieu a donné la chance de l'inaugurer au mois de décembre. Ce musée des civilisations noires coïncide avec cette restitution, mais dont on parle, mais des richesses du patrimoine africain. Mais ça aurait été merveilleux si, au niveau de l'Union africaine, tous les chefs d'État africains s'entendaient en disant à Emmanuel Macron, Monsieur le Président, toutes ces œuvres que vous allez restituer, restituez-la au musée des civilisations noires, mais du Sénégal. Et ce sera là le lieu emblématique, notre lieu emblématique, en attendant que chacun de nos petits pays puisse s'organiser et accueillir ces œuvres d'art. J'aurais été heureux d'entendre les chefs d'État africains tous ensemble, sur la demande du président Macky Sall, dire que toutes ces œuvres qui vont être restituées par la France arrivent au musée des civilisations noires et que nous les gardions ici, au nom de l'Afrique, au nom de cette Afrique qui doit culturellement être unie. Voilà ce que je voulais dire, et c'est important. Mais derrière ces restitutions, il y a un enjeu économique, financier derrière. Parce qu'il y a des galeristes en France qui estiment qui vont combattre ce rapport parce qu'ils veulent que les œuvres d'art restent en France. Lamine a eu des idées merveilleuses. L'idée la plus belle, c'est déjà que tous les chefs d'État, ceux qui nous gouvernent, consensuellement ou de façon tacite, s'alignent derrière le président Macky Sall, qui par la grâce de Dieu va inaugurer et à la limite est celui qui loge le musée des civilisations noires. Mais le problème en fait pour Lamine, c'est qu'en fait tous ces chefs d'État-là vont buter sur des problèmes d'ego. Ça va nous retarder. Moi, de façon spécifique, je parle de mon pays, du Sénégal. C'est une vitrine et c'est une occasion de mettre en représentation, comme je dis, nos patrimoines matériels et immatériels à partir du musée. Nous récupérons, réceptionnons effectivement nos objets d'art. Ma préoccupation, c'est véritablement qu'il y ait un suivi. Parce qu'en fait, nous avons une singularité, et c'est une exception sénégalaise, de manquer de suivi pour toute chose. C'est tout. L'autre chose, effectivement, c'est bien beau de parler de la culture et tout de bien à la fin du développement. Mais l'exemple de deux pays de par le monde montre, au-delà de la vision de Hugo qui disait qu'en fait, les peuples ne se distinguent pas forcément par des produits nationaux ou produits intérieurs bruts, mais sûrement par la manière dont ils prennent en charge les questions culturelles, la culture et ses actants. Je crois qu'en fait, partant de ces postulats-là, il est possible effectivement de refaire de sorte que la culture soit des domaines dits réservés du chef de l'État. Senghor avait fait ça. Il avait pu vendre ce petit pays de 191 600 km² qui s'appelle le Sénégal. Il n'y a pas de roue à inventer encore une fois. Tout a été dit, tout a été écrit, tout est consigné ici. Il s'agit d'aller à l'essentiel, d'aller vers les archives et véritablement de faire de sorte que tout ce à quoi nous pensons puisse être réalisé dans ce pays et c'est du domaine du possible. Macky Sall va inaugurer effectivement le musée des civilisations noires. Je crois que c'est une occasion inouïe. Après le parc culturel, qui se trouve être un parc à la limite qu'il a initié.
Il n'a pas été qu'un opposant du président Abdoulaye Wade. Il a été le premier ministre du président Abdoulaye Wade et par la grâce de Dieu, celui qui a ouvert tous ces chantiers-là. Il ne doit pas cela à Abdoulaye Wade, il le doit au peuple sénégalais. Parce qu'en fait, Lamine l'a dit tantôt, encore une fois, il n'y a pas de roue à inventer. Senghor avait tout laissé ici. Mais justement, est-ce que ce musée ne traduit pas quelque part, qui sera inauguré au mois de décembre, une continuité du Sénégal, d'Abdoulaye Wade, de Senghor, Abdoulaye Wade, Macky Sall, initié par Senghor, construit par Abdoulaye Wade, inauguré par Macky Sall. J'aime pas qu'on me parle de l'État, c'est une continuité. Je suis l'exemple type que l'État n'est pas une continuité. Pourquoi? J'ai été pendant 3 ans président de la commission culture, tourisme, artisanat et sport du Conseil économique et social. Il a suffi que le président Abdoulaye Wade tombe pour que véritablement on chamboule le Conseil économique parce qu'il était budgétivore, disait-on, pour en fait en recomposer encore un autre budget et le confier à d'autres. Alors que j'avais mon mandat qui devait aller jusqu'en 2014. Comme je dis, à la limite, je ne parle pas pour parler comme on faisait de l'art pour l'art. Je parle avec des points précis. J'aime pas qu'on me parle de continuité de l'État. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. C'est encore une manière de faire une transition et de dire que, effectivement, avec Lamine, que c'est tout un système qu'il va falloir chambouler. Mais chambouler le système commence aussi par celui que les Sénégalais ont élu et qui doit être effectivement au service des Sénégalais. Vous savez, moi, je suis connu, mais sans doute, comme poète, comme homme de culture. Donc, vous devez savoir à quel point. Mais la culture est au cœur de ma respiration. Chaque matin, quand je me réveille dans ce pays, je pense à la culture, je pense à ce que nous sommes, à ce que nous sommes en train de devenir, à ce que notre jeunesse est en train de devenir, à ce que notre pays est en train de devenir. Je n'ai jamais osé comparer Senghor à Abdou Diouf. Je n'ai jamais osé comparer Abdou Diouf à Abdoulaye Wade. Je n'ai jamais osé comparer Abdoulaye Wade à Macky Sall. Senghor, c'était Senghor. Abdou Diouf, c'était Abdou Diouf. Abdoulaye Wade, c'était Abdoulaye Wade. Macky Sall, c'est Macky Sall. Chacun apporte ce qu'il peut apporter et ce qu'il veut apporter. Mais aucun de ces présidents n'a jamais osé minorer la culture. Parce qu'ils savent tous que ce pays est d'abord un pays de culture, mais que ce pays est d'abord un pays spirituel, avec des œuvres extraordinaires qui n'ont pas d'ailleurs encore été diffusées, encore publiées. Mais vous savez, quand on est un homme de culture, quand on est un philosophe, quand on est un poète, un dramaturge, un écrivain, quand on est un chanteur, un musicien, quand on se réveille dans ce pays, on se dit également comment faire pour que les gens soient logés, pour que les gens se soignent, pour que les gens travaillent, pour que chaque famille, dans chaque famille, nous ayons la joie et le bonheur. C'est la question que Charles... Nous avons commencé cette émission par l'économie, presque par l'économie, c'est-à-dire par la politique, par le spirituel et le temporel. Comment notre pays est dirigé? Où va notre pays? Comment ensemble nous pouvons le bâtir? Nous pouvons le penser. Je vais revenir encore à une idée fondamentale. Laquelle? À une croyance fondamentale. C'est ensemble et non pas opposés que nous allons construire le Sénégal. Mais ce n'est pas les uns contre les autres que nous allons le construire. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est utopique. Il est tout à fait normal que le président de la République veuille garder son poste de président de la République. Mais c'est tout à fait normal, mais que l'opposition se batte avec toutes ses forces pour accéder au pouvoir. Mais le plus important, ce n'est pas l'opposition. Le plus important, ce n'est pas le président de la République. Le plus important, ce sont les Sénégalais. Et comment créer justement ce consensus autour des questions essentielles dans ce pays aujourd'hui? On a commencé par l'économie. Oui. Et on a occulté un pan fondamental d'économie ou de financement d'économie, c'est la culture. C'est pas pour rien qu'on parle d'économie de la culture. Mais encore faudrait-il toujours savoir comment. Ce n'est pas hasard que la Chine, en 1966, avec Mao Tse-tung,
et procéder à ce qui est aujourd'hui, ce qui lui a permis d'être à la tête du monde. En chamboulant les lois du marché, qui n'étaient pas forcément culturelles, qui n'étaient pas forcément communistes, et en dirigeant ces lois de marché-là. C'est la fameuse révolution culturelle de Mao, où il s'est agi effectivement, comme on fait des omelettes, de casser des œufs. C'est-à-dire de force faire que tous les Chinois obéissent à quelqu'un qui est un chef d'État, le président de la République, et fassent ce qu'il ordonne effectivement. Il faut pour cela un homme très fort. Mais encore, on a occulté la culture comme économie en oubliant que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, avec la particularité de n'avoir pas de ministre de la culture, mènent culturellement le monde. Nos enfants se shootent au Coca-Cola, il n'est pas sénégalais. Ils se gavent au hamburger, il n'est pas sénégalais. Ils aiment également le bissaba. Ouais, mais c'est depuis un certain temps. Peut-être. Depuis un certain temps, avec un romantisme de dernière heure. Mais encore, mieux vaut tard que jamais, comme on dit effectivement. Pour simplement illustrer qu'en fait, c'est une prise en charge réelle des questions culturelles qui font changer le Sénégal. Qui installeront le Sénégal sur voie d'émergence. Il ne s'agit pas de PSE encore, etc. Il faut un plan Sénégal éducation. Dans le vrai PSE. Mais ne rêvons pas aussi. Hein. Ne rêvons pas aussi. Ouais. Soyons lucides et réalistes. Ouais. Soyons lucides et réalistes. Vous qui nous parlez, vous qui nous interviewez ce matin, vous savez ce qui se passe dans le monde. Nous ne pouvons plus nous enfermer. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. L'enracinement et l'ouverture. Je n'ai jamais parlé d'enfermement. Maintenant, organisons-nous pour être ce que nous sommes, pour garder cette singularité africaine, cette singularité sénégalaise, pour s'ouvrir au monde. Mais c'est cela qui fera que le Sénégal restera le Sénégal. Vous êtes ici dans une radio qui prône l'enracinement et l'ouverture qui s'appelle Ici et Ailleurs. On est contraint et forcé d'être enraciné et ouvert. Oui. On est ici et ailleurs ici. Et c'est une marque déjà d'homme normal. Absolument. Unité, comme on dit. Voilà, le temps que nous avons imparti est terminé. Merci à Amadou Lamine Sall, qui est écrivain, poète, lauréat de plusieurs prix littéraires. 2018, il est le prix Tchukaya Outamsi pour la poésie africaine, le fondateur de la Maison africaine de la poésie internationale. Elie Charles Moreau, poète, écrivain, directeur général de la maison d'édition Le Nègre International, auteur de plusieurs recueils de poèmes aussi. Et président du mouvement Alternative Culture, parce que j'ai envie cette fois, pour une fois dans ma vie, d'être parmi les faiseurs ou défaiseurs de roi dans la République du Sénégal. Président du mouvement Alternative Culture. Merci infiniment. À la technique, Aliou Diassé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous.